sommes pas une chaîne d'État. Nous sommes une chaîne indépendante de service public. Il y a des tentatives, j'ai presque envie de dire quotidiennes, de décrédibiliser le média. Les journalistes sont aujourd'hui des cibles sur le terrain. On est parfois mis en cause par des gouvernements. Je suis pas sûre que nos audiences aient pris la mesure de ce qu'est la guerre informationnelle aujourd'hui. C'est aussi une guerre à très très haute intensité. Bonjour Vanessa Burgraff. Bonjour. Bienvenue dans La Ligne, vous êtes la directrice de France 24, la chaîne d'information en continu sur l'actualité internationale, une chaîne du groupe France Médias Monde, ce qui fait de vous une chaîne du service public, qui émet sur 5 continents à plus de 577 millions de foyers à travers le monde. C'est une maison que vous connaissez bien, puisque vous êtes là depuis sa création, c'était en 2006. 20 ans plus tard, vous dirigez donc 4 antennes qui émettent à la fois en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Dans cet épisode, on va parler de l'ADN de cette chaîne, de l'enjeu fondamental de la guerre informationnelle, mais aussi de l'IA et de votre stratégie éditoriale, dans un contexte, on peut le dire franchement, qui n'est pas simple pour le service public et pour les médias en général, vous allez me dire, mais qui n'est pas simple pour le service public. Alors, France 24 a été lancée, donc je le disais, en 2006, avec cette ambition d'être, je me suis replongé dedans, la CNN à la française. On est 20 ans plus tard, où est-ce qu'on en est de cet objectif-là ? Alors, 20 ans plus tard, on est 4 rédactions, 4 chaînes, ce qui n'était pas le cas au départ, au départ, on avait une chaîne en français, en anglais, puis est venue plus tard, 1 an plus tard, la chaîne en arabe. Et puis, il y a 9 ans, est née la chaîne en espagnol. Donc aujourd'hui, on émet en 4 langues, français, vous l'avez dit, anglais, arabe, espagnol, aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui a un très, très fort impact à travers le monde. C'est 577 journalistes avec 30 nationalités. Quand vous allez à Issy-les-Moulineaux, c'est une vraie tour de Babel où on parle plusieurs langues. On parle évidemment le français, on parle l'anglais, on parle l'arabe. C'est une chaîne aujourd'hui qui a un très très fort impact à travers le monde avec une ligne éditoriale qui est toujours la même depuis 20 ans, qui connaît d'autres difficultés puisque le monde a évolué, on aura l'occasion d'en parler, qui a une ligne éditoriale, c'est une chaîne qui est d'infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, axée sur l'actualité internationale et qui porte les valeurs de la France. Alors quand je parle des valeurs de la France, c'est les valeurs démocratiques et aujourd'hui ça a du sens de parler de la démocratie, que ce soit vraiment au cœur de l'ADN de France 24 au vu de la montée des autoritarismes un peu partout à travers le monde. C'est une chaîne qui défend la liberté d'expression et aujourd'hui aussi ce n'est pas un vain mot. Je regardais très récemment une carte de Reporters sans frontières qui montrait qu'en 2025, dans la moitié des pays, plus de la moitié des pays du monde, il était extrêmement difficile d'exercer le métier de journalisme. Donc on porte ces valeurs françaises, on porte les valeurs de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là aussi, c'est pas un vain mot, surtout dans les pays dans lesquels on émet, où il y a encore beaucoup de chemin à faire. France 24, c'est aussi le rayonnement de la France, le rayonnement du patrimoine français, de la gastronomie, de la culture, des arts. Et je le dis parce que en ce moment, il y a un peu cette vision un peu décliniste de la France, une France qui est en difficulté avec ses finances publiques. Mais il faut savoir que la France, elle fait encore rêver à travers le monde. Et on le voit au nombre, à nos audiences qui ne cessent de croître 20 ans après. Aujourd'hui, on a 108 millions de téléspectateurs hebdomadaires pour les 4 rédactions de France 24, ce qui est beaucoup. Et on a à peu près 40 millions de contacts hebdo sur le numérique. Donc c'est une chaîne qui est en très forte croissance, qui a un impact considérable aujourd'hui à travers le monde. Et je pense que le pari, 20 ans après, est un pari réussi. C'est Jacques Chirac qui avait lancé cette chaîne. Oui. Et je pense que de là où il est, il serait sans doute fier de voir ce qui est devenu son projet. Et donc on voit bien le rayonnement qui est le vôtre. Et d'un point de vue concurrentiel, par rapport à d'autres chaînes internationales, donc citons CNN ou la BBC par exemple, comment est-ce que vous
différencier, comparer à ces chaînes qui sont historiques et je pense connues du monde entier? Alors d'abord, on n'a pas tout à fait les mêmes bassins de téléspectateurs. Je vous donne un exemple, France 24 en français. Parce que ce que je voudrais dire aussi, ça me semble très important, parce que souvent les gens en France, d'ailleurs il faut le dire, ne connaissent pas bien France 24. Il ne s'agit pas d'une chaîne en français qui est traduite dans 3 autres langues, hein. Il y a une rédaction pour chacune de ces chaînes. Et chacune de ces chaînes a un bassin d'audience qui n'est pas le même. Donc pour la chaîne, par exemple, en français, on a un très fort bassin d'audience en Afrique francophone, puisqu'on est la première chaîne d'information internationale en Afrique francophone. Donc, sur la chaîne en français, on va beaucoup traiter de l'Afrique francophone, ce qui sera moins le cas, puisqu'on prenait le cas de CNN, qui est en effet l'un de nos concurrents, et nettement moins présent sur ce bassin d'audience. On va par exemple beaucoup parler de la République démocratique du Congo, qui est notre premier bassin d'audience pour la chaîne en français. Très récemment, là, on a envoyé par exemple une équipe dans l'est de la République démocratique du Congo, en Ituri, pour suivre la situation sanitaire avec Ebola. Ce qu'on verra moins sur CNN. CNN est plus axé aussi sur l'actualité américaine et plus largement sur l'actualité anglo-saxonne. France 24 est plus axé sur l'actualité aussi européenne, africaine pour la chaîne française, mais aussi européenne. L'Europe, par exemple, représente pour la chaîne française 6% de nos programmes. Quelle est la différence entre France 24 en arabe et Al Jazeera, par exemple, qui est l'un de nos concurrents? On n'a pas du tout la même ligne éditoriale. On est sur le même bassin d'audience, mais avec une ligne éditoriale qui est très différente. Nous avons une ligne éditoriale très factuelle, de décryptage. Nous ne sommes pas une chaîne d'opinion. L'impartialité est vraiment au cœur de notre ADN. Al Jazeera est une chaîne qui joue beaucoup sur le sensationnalisme. On l'a vu au moment de la guerre à Gaza. C'est des images plein pot, sans commentaire, des victimes qui ne sont pas floutées. On n'a absolument pas la même éditoriale, par exemple, que Al Jazeera. Donc, vous voyez, il y a vraiment des nuances et parfois de très fortes nuances par rapport à nos concurrents. Vous avez dit que votre principal bassin d'audience était en RDC. Je crois que c'est le cas pour TV5 Monde également. Justement, par rapport à TV5 Monde, comment est-ce que vous vous distinguez ou pas ? Alors d'abord, TV5 Monde est une chaîne généraliste. Tout à fait. Donc nous, ce n'est pas le cas. On est une chaîne d'information, d'actualité en continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. TV5 a des partenaires suisses, canadiens, belges, donc distribue aussi, enfin sur ses antennes, ses contenus donc propres aux Canadiens, aux Suisses et aux Belges. Nous produisons tous nos contenus, donc on n'est pas du tout sur la même ligne éditoriale. L'info n'est pas l'ADN de TV5. L'info est l'ADN de France 24. Vous êtes dirigeante, je dirais, depuis 2021, 2017, puisqu'au départ, c'était donc pour l'antenne française uniquement. Depuis 2021, c'est pour l'intégralité des chaînes. Quelles sont aujourd'hui, en tant que patronne de toutes ces chaînes, vos principales missions? Où est-ce que vous mettez principalement votre énergie? Alors d'abord, je pense que la principale mission, ça peut paraître une évidence, mais c'est la rigueur, le professionnalisme. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce que les erreurs, à France 24, ça coûte très cher. On peut en payer parfois un prix très fort, parce qu'on est distribué partout à travers le monde, dans des régimes qui ne sont pas toujours démocratiques. Donc ça nécessite parfois un peu de naviguer. Donc il faut être rigoureux et on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'une erreur peut coûter très très cher. Donc ça, je dirais que alors ça paraît une évidence, qu'on se dit quand on est journaliste, évidemment il faut être pro, il faut être rigoureux, mais on a cette grande vigilance de délivrer une information professionnelle, vérifiée, indépendante. Donc ça, c'est la première mission. L'autre mission, c'est de fixer un cap clair aux équipes, un projet, une vision. Chaque année, je dirais qu'on a 2 ou 3 projets
et c'est embarquer des équipes. Donc moi, une de mes missions, c'est d'embarquer des équipes sur des nouveaux projets. C'est pas évident parce que le changement, d'une manière générale, le changement est toujours compliqué. On a beaucoup de monde, je le répète, on a 577 journalistes, 200 correspondants, ça fait quand même 800 personnes à gérer. Et il faut embarquer ces équipes, il faut embarquer le collectif pour des projets. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Je pense quand on est patron de médias, et d'autant plus, je pense, quand on fait de l'info en continu 7 jours sur 7, il faut une énergie intense, il faut toujours avoir de l'essence dans le moteur. Le matin, quand j'arrive, voilà, il faut avoir de l'essence dans le moteur pour embarquer les équipes. Et puis enfin, l'autre chose, quand on dirige une très très grosse rédaction, c'est maintenir la cohésion de la rédaction. Et ça a d'autant plus de sens chez nous qu'on a 30 nationalités. Que parfois on a des sujets difficiles. Je pense notamment à la crise au Proche et Moyen-Orient. On a des journalistes, notamment dans la rédaction arabophone, qui ont perdu des gens sur des terrains de crise actuels, au Sud-Liban, en Cisjordanie, à Gaza. Dans le même temps, après les attaques terroristes du 7 octobre, les attaques menées par le Hamas, on a aussi des journalistes qui ont de la famille, des amis en Israël. Et donc, il a fallu aussi maintenir cette cohésion. Et je pense que c'est très important aussi le maintien de la cohésion du collectif. Alors là, je vous prends un cas extrême dans une situation qui était extrêmement compliquée, sur un sujet extrêmement polarisant. Mais voilà, maintenir le collectif, fixer un cap clair aux équipes et les embarquer dans des nouveaux projets. Comme vous avez beaucoup de journalistes qui sont déployés à travers le monde et qu'effectivement il y a certains théâtres de guerre, qu'en est-il de leur sécurité ? Alors on a une chance immense à France Média Monde, c'est qu'on a un directeur de la sécurité qui est un ancien colonel de l'armée française qui suit nos journalistes, qui d'abord leur donne une formation sécurité. Donc pendant une semaine, ils vont dans un lieu de France où ils suivent une formation sécurité. Donc on leur apprend des choses qui va de si quelqu'un est blessé sur le terrain, ils partent avec une équipe, l'un d'entre eux est blessé, leur apprendre à faire un garrot. Donc ils ont du matériel, mais s'ils n'ont pas le matériel, ils apprennent à faire un garrot avec une cuillère, un stylo à billes, voilà, pour venir en aide à quelqu'un, les gestes en fait de premier secours, ils apprennent. Ils apprennent à se servir d'une boussole. Alors ça peut paraître très simple, on se dit une boussole, le nord, le sud, temps, je suis pas sûr. etc. Mais en fait c'est extrêmement compliqué puisque j'ai fait cette formation de sécurité et ça nécessite une certaine réflexion. Il y a aussi des cours sur la cybersécurité aussi, pour la protection des données. Par exemple, vous êtes dans un café, vous avez des données sensibles, il faut vous mettre contre un mur pour éviter qu'on vous pompe vos données. Vous voyez, donc des choses extrêmement pratiques. Et il y a aussi un médecin qui vient pour l'aspect psychologique, parce qu'on a, comme vous l'avez dit, beaucoup d'équipes qui partent sur des zones de guerre. On a chaque semaine des équipes qui partent sur des zones de guerre, alors évidemment Proche, Moyen-Orient, l'Ukraine, mais aussi sur des conflits plus oubliés. Je pense à Haïti, je pense au Soudan. Là, on parlait d'Ebola, il y avait aussi des risques sanitaires. Donc, il y a le retour aussi, après, à la rédaction, et comment on gère l'aspect psychologique, si on a vécu des traumas, ou même si on n'a pas vécu de trauma, mais qui peuvent intervenir un peu plus tard. Et d'ailleurs, cette formation est aussi dispensée au reste de l'audiovisuel public. Et puis très concrètement, au quotidien, ce directeur de la sécurité suit nos équipes. Il les suit donc toute la journée. Il arrive à les géolocaliser. Avant le départ des équipes, ils doivent remplir une fiche sécurité. Et une fois qu'ils sont sur place, une fiche sécurité où ils indiquent le nom de leur fixeur, de leur chauffeur, voilà, des choses très, très concrètes. Et ils doivent faire un compte-rendu le matin et le soir. Et on débriefe évidemment tous les jours avec le directeur de la sécurité. Et on est très heureux de l'avoir parce que je peux vous dire, quand vous avez
autant de monde sur le terrain. Je parle des équipes, évidemment, de Paris qui partent sur des zones dangereuses, mais il y a aussi nos 200 correspondants à travers le monde et qui, là aussi, pour certains, vivent aussi quotidiennement sur des zones dangereuses. Donc, pour un patron de médias, c'est quand même un pilier d'avoir un directeur de la sécurité. Vous avez évoqué la question de la cohésion. Vous avez hérité d'une situation qui n'était pas simple, puisqu'il y avait une motion de défiance, un profond malaise dans la rédaction quand vous êtes arrivé, c'était en 2021. Comment on fait quand on est dirigeant pour affronter ce type de situation et tenter de sortir par le haut? Alors, c'est très compliqué. Je pense que ça a été un des moments les plus compliqués de ma vie professionnelle. Parce que dans une rédaction, ça part très vite. Le feu peut partir très, très vite. Je pense qu'on sortait du Covid. Donc, il y avait une lassitude qui était liée au Covid. Il y avait un besoin de changement dans ma rédaction. Je pense que ça aussi, un besoin de changement qui était vraiment très fort. On avait aussi un sujet avec les pigistes parce qu'on avait un taux de précarité de 30%, ce qui était énorme par rapport, si on compare par rapport à d'autres rédactions. Donc la cocotte minute a explosé. Il a fallu gérer, il a fallu traverser cette crise. On l'a traversée avec d'abord reconnaître qu'il y avait un malaise. Je pense que c'est important de verbaliser, même quand on est patron, ça me semble même essentiel quand on fait des erreurs. Enfin, moi, en l'occurrence, je venais d'arriver à la tête des 4 chaînes, mais de verbaliser aussi. Il y a un malaise dans la rédaction. Donc déjà, le fait de verbaliser, on fait un peu baisser la tension. Et puis ensuite, je pense qu'il est extrêmement important, c'est le dialogue. Donc on a ouvert un dialogue avec les salariés. Voilà, moi je crois beaucoup au management non plus vertical. Je pense que ça marche plus, que c'était vrai il y a 20 ans. Je crois beaucoup au management horizontal. Et donc on a ouvert un peu cette nouvelle ère. Et j'ai envie de dire que de cette crise, alors c'est peut-être mon naturel optimiste, mais en tout cas c'est ce qui s'est quand même produit. De cette crise, en fait, il faut après en sortir. Et on peut en sortir, mais il faut en sortir avec un projet. Et donc, on avait un projet qui était de réformer en fait l'organisation du travail, qui nécessitait réellement une réforme, puisque pour vous expliquer, on avait des présentateurs qui, eux, étaient fixes sur des tranches, mais le reste de leur équipe, les chefs d'édition, les chargés d'édition, les rédacteurs en chef, tout ça, ça tournait. Donc, on avait des plannings tournants et il y avait une perte de sens au travail. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous ne travaillez pas tous les jours avec la même équipe, c'est difficile de se projeter, c'est difficile d'avoir une vision sur ce qu'on fait et puis l'implication est moindre. Donc on a décidé de réformer cette organisation du travail et de créer des équipes sur des tranches fixes pour réinvestir les gens dans le travail, pour leur redonner du sens au travail. Ça a nécessité beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de dialogue. Mais je peux dire que voilà, on a plutôt réussi, parce qu'il faut aussi dire quand on a réussi. Et on a plutôt réussi parce que aujourd'hui, je sens voilà, que les gens ont retrouvé du sens au travail. Et c'est pour ça que je fais le lien aussi avec le Covid, parce qu'il y avait le Covid a eu des répercussions aussi avec une perte de sens au travail. Et chez les jeunes notamment, le sens au travail aussi, parce que ça aussi, ça a beaucoup changé. Je veux dire, les nouvelles générations, moi j'ai vu en 20 ans, n'ont plus du tout le même rapport au travail. Et la notion de retrouver du sens au travail, de trouver du sens au travail est quelque chose de fondamental, notamment pour les jeunes, mais pas que. Il y a 2 moments quand même que je comprenne bien. Il y a quand vous arrivez, 2021 et 2023 aussi. Alors 2023, on était donc vers la fin de cette réforme de l'organisation du travail. Donc il y a eu, si je puis dire, un dernier soubresaut, voilà, et qu'on a traversé. J'ai eu la chance d'avoir une PDG aussi, Marie-Christine Saragosse, qui m'a fait confiance, parce qu'elle aurait pu me lâcher aussi en cours de route, qui m'a fait confiance jusqu'au bout. Et je pense aujourd'hui qu'on a retrouvé un cap. Donc en fait, à quelque chose qui était une crise qui a été très douloureuse pour tout le monde, pas que pour la direction, pour les salariés aussi. Je pense qu'on en est sorti par le haut et qu'il était nécessaire de réformer cette organisation du travail. Il faut quand même dire qu'elle s'est accompagnée d'une réforme éditoriale aussi, puisque avant on avait des tranches qui étaient peut-être à mon sens pas suffisamment bien marketées. Donc en créant des équipes, on a créé des tranches avec un nom de tranche, une tranche très incarnée. On a fait en sorte qu'une tranche ne ressemble pas à l'autre, que le ton ne soit pas le même, que les contenus ne soient pas le même, pour rendre notre antenne plus vivante.
Ok, donc ça dialogue, vous diriez que le ton, le climat s'est apaisé aujourd'hui? Alors, je dirais que le climat s'est apaisé, mais je dis une rédaction est quelque chose de va être très irruptif. Ouais. Donc voilà, il faut toujours être vigilant. Moi, ce qui me semble très important aussi quand on est dirigeant, c'est de toujours rester en contact avec ses équipes. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas au dirigeant qui a une rédaction au premier étage et qui a son bureau au quatrième. Je parle quand on est patron de chaîne. Hein. Donc moi, mon bureau, il est au milieu de la rédaction. Là, on va réaménager nos locaux et je souhaite que mon bureau reste au milieu de la rédaction parce que c'est très important de sentir ce qui se passe dans sa rédaction. Au même titre qu'il est extrêmement important pour moi d'être là tous les matins à 9h15 à la conférence de rédaction, de mener la conférence de rédaction avec l'ensemble de mes équipes et de ne jamais perdre le lien avec mes équipes. Ces dernières années, plusieurs pays africains ont procédé à des suspensions ou interdictions d'émettre à France 24 sur leur territoire. On parle du Mali, on parle du Togo, on parle du Burkina Faso, on parle du Niger également. Comment est-ce que, en tant que patronne de chaîne, vous vivez ces moments-là? C'est des moments évidemment qui sont très compliqués, qu'on vit mal, de manière parfois injuste, parce qu'on fait notre travail avec rigueur, avec professionnalisme. Maintenant, il y a des éléments qui nous dépassent. On est en pleine guerre aujourd'hui informationnelle, on va en reparler. Il y a un rejet important de la France en Afrique. Parce que derrière, il y a aussi des acteurs étatiques qui jettent de l'huile sur le feu. Je pense notamment à la Russie. Et qui continue à déployer un narratif de la France éternellement colonialiste. Donc évidemment, tout ça ne nous aide pas. Ça a un impact très important pour nous puisque on perd de l'audience sur le linéaire. Et je dis bien sur le linéaire parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et c'est assez intéressant, que sur le numérique, on est resté stable, voire même on a gagné de l'audience, je pense notamment sur YouTube, puisque les populations de ces pays-là peuvent continuer à nous recevoir via YouTube, via les réseaux sociaux. Et sur YouTube, par exemple, au Burkina Faso, on a très fortement augmenté. Par ailleurs, on voit aussi, et c'est assez satisfaisant, on a une émission sur RFI qui s'appelle Appel sur l'actualité, qui est présentée par Juan Gomez, qui est une émission interactive. Et on entend tous les jours sur l'émission de Juan des Maliens, des Burkinabés qui posent des questions, dans cette émission et donc qui sont visiblement, qui suivent toujours nos médias, que ce soit France 24 ou RFI. Et puis pour l'anecdote, on est peut-être coupé, mais je crois savoir de bonnes sources que dans certains ministères de ces pays, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, on est toujours suivi. Il y a des écrans géants dans certains halls d'accueil. Et donc, les dirigeants, eux, continuent à nous suivre. Parce que, comme le disent très souvent les Africains concernant France 24, c'est l'heure juste. Et parfois, ça gêne d'avoir l'heure juste. C'est l'heure juste. Est-ce que vous avez le sentiment, donc je comprends, on parlait de la Russie, est-ce que vous avez quand même parfois le sentiment d'être amalgamé à l'action gouvernementale et diplomatique, vraiment, et militaire menée par la France, parfois dans ces régions du monde? Oui, malheureusement, mais parce que dans de nombreux pays du monde, et pour avoir quand même pas mal voyagé, les gens font rarement la distinction, alors évidemment c'est pas vrai sur le continent européen, entre une chaîne d'État et une chaîne de service public. Donc on explique de long en large que nous ne sommes pas une chaîne d'État, que nous sommes une chaîne indépendante de service public, mais parfois il y a une incompréhension, il y a l'idée qu'en fait on est la chaîne du ministère français des Affaires étrangères, ce qui n'est pas le cas. Parce que nous ne suivons pas nécessairement, par exemple, sur un sujet très simple, on prend le cas du Maroc. Nous, on suit la carte des Nations Unies, on suit l'ONU, parce que
dit on est neutre sur des zones disputées. Il y a plusieurs zones disputées à travers le monde. Nous, on n'est pas une chaîne d'opinion, on n'a pas de parti pris, on est une chaîne impartiale, et donc on a décidé de s'aligner sur la carte des Nations Unies. La France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Nous, notre carte n'est pas la carte du ministère français des Affaires étrangères. Donc ça peut d'ailleurs aussi nous valoir des problèmes, parce qu'on ne suit pas dans certains cas la diplomatie française. Mais on est une chaîne indépendante, une chaîne de service public, mais une chaîne indépendante. Est-ce qu'il y a parfois eu des... Donc en fait, il faut naviguer, si vous voulez, entre les gouvernements qui pensent qu'on est des chaînes d'État et donner cette explication-là, d'autres qui regrettent peut-être qu'on ne soit pas plus une chaîne d'État. Il faut naviguer, mais nous, on reste droit dans nos bottes. Est-ce qu'il y a eu parfois des erreurs commises par vous qui peuvent laisser penser que, enfin éditoriales ou j'en sais rien, déontologiques, qui ont été peut-être parfois pas bien reçues par les populations sur place? Est-ce que ça... Non? Non, j'ai pas un exemple, mais peut-être que vous en avez un, mais j'ai pas un exemple, mais dites-moi. Non, je me posais la question, il y avait une histoire sur le Mali, une histoire de diffusion d'images qui étaient captées par des drones militaires français sur une base du Mali. Et à ce moment-là, il y avait eu des accusations en espionnage. Est-ce que quand on se fait le relais, par exemple, typiquement d'images qui sont sensibles, est-ce que ça ne va pas ces images, donc il s'agissait d'une désinformation, puisque la France parlait de ce charnier. Oui, tout à fait. Voilà, à proximité d'une base française. Donc on s'est appuyé sur des images, en effet, de l'armée française, mais on a été victime de désinformation, puisqu'il a été dit par plusieurs acteurs sur la zone que la France, en partant, avait laissé un charnier derrière elle. Qui était totalement faux. Et en effet, on avait des images de l'armée française qui montraient qu'il ne s'agissait évidemment absolument pas de soldats français qui avaient créé ce charnier, mais d'autres acteurs. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'une manipulation et une tentative de décrédibiliser notre média. Mais c'est arrivé souvent que justement, donc on se serve... Ma question elle est vraiment plus globale sur le discrédit qu'on pourrait jeter ou pas sur votre travail de journaliste et qui peut participer à l'alimentation d'une défiance de vis-à-vis de France 24. Alors, j'ai presque envie de dire quotidiennement, nos logos sont détournés. On reparlera peut-être de l'IA, ou l'IA aussi. Là, très récemment, j'avais un journaliste, donc on le voyait dans le décor de France 24, et puis en train de dire Emmanuel Macron a annulé sa visite à Kiev parce que, en raison d'une tentative d'attentat. Donc il y avait un attentat qui se préparait à Kiev, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas déplacé à Kiev. Et donc c'était dans la voix de mon journaliste, ce qu'il n'a évidemment jamais dit, puisque c'était une fake news. Donc il y a des tentatives, j'ai presque envie de dire quotidiennes, de décrédibiliser le média. Mais on parlait des 20 ans de France 24. Vous voyez, cette marque France 24, ça fait 20 ans qu'elle est implantée en Afrique, ailleurs dans le monde. Et je pense que les populations, et j'en suis même certaine, puisqu'on fait des études chaque année, on a des études consolidées, et on voit que l'indice de confiance de France 24, donc l'indice de confiance de ces populations à l'égard de France 24, est resté intact, voire augmente. Donc il n'y a pas de défiance vis-à-vis des populations. Et je pense que les populations ne s'y trompent pas. Les populations font confiance à France 24. Et quand on a une opération de désinformation, comme celle que je viens de vous énoncer, eh bien on la débunk immédiatement. Autre exemple de désinformation, très récemment, on a vu un post de France 24, donc avec nos logos, annonçant la mort d'Alassane Ouattara à Paris. Oui. France 24 annonçait ça, ce qui était totalement faux. Donc ce post a fait 100 000 vues, ce qui est beaucoup en termes d'impact. On l'a immédiatement débunké et on a écrasé cette fausse information, puisqu'on a fait 500 000 vues derrière. Après, la question de débunker se pose toujours. Quel est le niveau de viralité de la fausse information? Parce que si vous débunkez ou démystifiez, certains utilisent le terme de démystifier, une fausse information qui a une viralité très faible, vous risquez de lui donner
beaucoup plus de résonance. On le fait lorsque la viralité est très forte. Mais ça aussi, c'est un travail au quotidien. J'ai envie de dire, France 24, elle est en première ligne dans cette guerre informationnelle. Elle est en première ligne. En fait, on est attaqué de toutes parts. Les journalistes sont aujourd'hui des cibles sur le terrain. On a 200 correspondants à travers le monde. Nos journalistes à Paris ou ailleurs sont attaqués dans le cadre de cette guerre informationnelle. On est parfois mis en cause par des gouvernements. Voilà, on est sur tous les fronts et en première ligne. Donc ça va au-delà, si vous voulez. Il faut gérer non seulement notre quotidien, l'info 24 heures sur 24, qui va très vite avec une multiplication des conflits à travers le monde. Je lisais là, je crois qu'il y a eu en 2025 65 conflits à travers le monde. Jamais on n'avait vu autant de conflits depuis 1946. Et on est sur tous ces terrains et attaqué sur tous ces terrains. Sur l'histoire de l'amalgame qui peut être faite, est-ce que, si on remonte aux origines, puisque vous l'avez rappelé, c'était une volonté de Jacques Chirac, et la phrase de CNN à la française, si je ne dis pas de bêtises, est bien sortie de sa bouche. Est-ce que le fait d'avoir été vu le jour du fait d'une volonté politique aussi ne participe pas finalement à cette perception que peut-être certains ont pu avoir de France 24 ? Vous avez bien fait la distinction entre service public et chaîne d'État. Mais je parle vraiment à nouveau de perception, encore une fois, de est-ce que c'est bien clair dans la tête des gens et est-ce que le fait que voilà, vous êtes né grâce à cette impulsion-là, parce qu'ils voulaient absolument que France 24 voit le jour, est-ce que ça vous a Moi, pas... je pense que nos audiences ne s'y trompent pas et que nos audiences ne nous voient pas comme une chaîne politique. D'ailleurs, on est aussi parfois poil à gratter. Enfin, je veux dire, on traite aussi parfois de sujets qui suscitent aussi du mécontentement de nos propres autorités. Enfin, on fait preuve d'indépendance et nos publics, nos audiences le voient. Et quand vous êtes, parce que je vous parlais des suspensions et interdictions de diffusion, quand ça arrive, quelle solution vous avez ? On a très peu de marge de manœuvre, donc évidemment on communique. On rappelle à nos audiences dans ces territoires où on est coupé, qui peuvent nous suivre sur YouTube, qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, par réception satellitaire directe aussi. On met en place aussi des VPN, des sites miroirs qui permettent donc d'avoir accès à nos sites propriétaires et on ne se coupe pas de ces populations. Et par ailleurs, et je crois que ça c'est très important aussi, justement de ne pas se couper de ces populations. On continue à traiter sur ces zones, on continue à traiter de la situation au Mali, Burkina, Niger, Togo. Alors on n'a plus de journalistes sur place, mais on a des experts ici à Paris qui sont spécialistes de ces zones-là, et puis on s'appuie aussi sur nos correspondants régionaux qui ont aussi une expertise. Et on traite, j'ai presque envie de vous dire, quotidiennement de ces zones-là. Donc on n'a pas abandonné ces territoires. On est toujours présent et on ne les abandonnera jamais. Ces dernières années, des médias chinois comme CGTN, et vous avez parlé des Russes également, sont implantés en Afrique francophone. Et puis pour les Russes, il y a l'agence Sputnik, agence de presse Sputnik. Puis les influenceurs russes, les usines à trolls. Exactement. Quelle est votre lecture de la situation et surtout de quelle solution on dispose face à cette propagande qui est à l'œuvre ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on vit des conflits là sur le terrain à très très haute intensité, dont on parle quotidiennement. On parle moins, on en parle. Il y a beaucoup dans le monde des médias, mais je ne suis pas sûre que nos audiences aient pris la mesure de ce qu'est la guerre informationnelle aujourd'hui. C'est aussi une guerre à très, très haute intensité. Alors nous, on n'est pas un acteur étatique, on n'a pas de contre-narratif, parce que la guerre informationnelle, c'est la guerre des récits. Nous, on n'a pas une stratégie de contre-narratif, on va contrer les Russes, on va contrer les Chinois. Non. Nous, on continue à faire notre travail de manière professionnelle, rigoureuse, en délivrant une information vérifiée, pluraliste. Et en fait, en faisant notre métier, juste en faisant notre métier, on contre cette propagande. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de stratégie
d'un contre-narratif. Nous, notre seul narratif, c'est faire notre métier. Et je pense que c'est une manière, et la seule manière, de contrer la propagande russe, chinoise, et être évidemment très présent, notamment, on en reparlera, sur le numérique. Aujourd'hui, concernant la guerre informationnelle, on en parle évidemment sur nos antennes. On a une chronique quotidienne dans chacune de nos langues, sur toutes les infox qu'il y a, donc quotidiennes, où on ne fait pas en fait que démonter l'infox. Il y a une vertu un peu pédagogique aussi dans cette chronique, puisque on montre d'où est partie l'infox, comment elle a été montée, démonte donc tout le mécanisme de l'infox, sa viralité, et puis ensuite on rétablit la vérité. Donc on fait ça quotidiennement. On s'appuie aussi, et ça c'est très important de le dire, sur une cellule qui existe depuis près de 20 ans maintenant. Donc on a été vraiment très précurseur de cette... il y a longtemps maintenant qu'on a eu conscience de cette guerre informationnelle, parce qu'on est sur des territoires où elle est très très forte. On a une cellule qu'on appelle les observateurs, qui est une cellule d'une dizaine de journalistes qui sont spécialisés dans la lutte contre la désinformation et qui travaillent tous les jours, donc quotidiennement, pour démonter ces infox. On s'appuie aussi sur un réseau de 5000 citoyens à travers le monde qui nous remontent des images, qui nous vérifient parfois de certaines informations, et on s'appuie beaucoup sur cette cellule. On fait aussi des enquêtes au long cours. On a fait là très récemment une enquête qui était passionnante sur l'influence turque, parce qu'on parle beaucoup des Chinois, on parle beaucoup des Russes, les Russes qui sont très visibles, les Chinois aussi. On parle moins des Turcs. Aussi, il y a une très très forte influence turque en Afrique, mais c'est plus du soft power. Et on a fait un long doc qui s'appelle Le drone et le Coran, où on a évoqué justement cette influence turque. Est-ce que vous trouvez que c'est efficace ? J'ai pas d'autres questions. C'est efficace. Est-ce que c'est efficace ? Parce que on est très nombreux en France, et vous également, à être très engagés sur la lutte contre la désinformation. Et à la fin, on a l'impression que c'est l'hydre à plusieurs têtes, évidemment. On en coupe une, ça repousse, il y en a deux qui repoussent derrière. D'abord, ça nécessite beaucoup de moyens. Et nous n'avons pas, il faut le dire les choses, suffisamment de moyens. Je veux dire, les Russes, aujourd'hui, ce sont des milliards qu'ils mettent qu'ils investissent dans leurs médias, qu'ils investissent auprès des influenceurs, dans les usines à trolls. Donc nous, on est tout petit, c'est sûr, à côté. Donc ça nécessite beaucoup de moyens, plus de moyens. Et ensuite, je pense qu'il y a un vrai travail, mais ça va au-delà de la question de notre média. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau éducatif, et notamment chez les jeunes. Voilà, qui mériterait en tout cas de monter en puissance pour contrer ces propagandes, puisqu'il y a plusieurs propagandes, et d'être au niveau sur le plan de la guerre informationnelle. Je pense qu'en France, moi je suis pas politique, mais il devrait y avoir, au même titre qu'il y a des cours d'éducation civique, il devrait y avoir, alors on fait la semaine des médias et de la presse, c'est très bien, on fait ça chaque année au mois de mars, nos journalistes se déplacent dans les écoles, parlent justement de la lutte contre la désinformation, comment on repère des fausses vidéos avec l'IA, mais ça devrait presque être devrait presque y avoir des cours hebdomadaire, en fait, au quotidien, pour distinguer le vrai du faux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué de distinguer le vrai du faux. Et je dirais même que ça va un peu plus loin. On n'est même plus tellement dans distinguer le vrai du faux. Je pense que les gens, en fait, ne savent plus qui croire. Ouais. Et alors, deux trucs. La première, c'est que, alors, vous parlez des jeunes, pour dire les choses, il y a aussi des personnes âgées. Oui. Qui font circuler aussi beaucoup de désinformations via des boucles WhatsApp, Facebook, etc. Non, mais je parle des jeunes parce que c'est la prochaine génération, c'est eux qui vont, qui vont arriver. Donc il faut avoir les armes. Voilà, il faut que le cerveau soit
puisse capter rapidement ce qui est vrai, du faux. Ça nécessite presque des automatismes, presque des réflexes pavloviens. Ça nécessite de l'éducation aux médias. Et je pense qu'une semaine consacrée à l'éducation aux médias, c'est mon point de vue, est bien insuffisant. Il faut en faire plus. Au mois de mai, France Média Monde et Deutsche Welle, vous avez communiqué sur le projet commun qui s'appelle Bouclier informationnel, avec l'ambition affichée de lutter contre les manipulations et la désinformation. Qu'est-ce qui change ce projet ? Comment est-ce que vous y prenez ? Qu'est-ce que ça change de ce que vous faisiez déjà en fait ? Alors c'est un projet qui est à ses prémices. C'est un projet donc qui est porté en effet par le groupe avec la Deutsche Welle, avec donc notre partenaire allemand, qui est financé donc par l'Union européenne. Donc qui concerne France 24 aussi, mais beaucoup RFI. Donc Jean-Marc Four, directeur de RFI, sera plus à même à en parler, mais je peux quand même en dire quelques mots. On a beaucoup parlé là de l'Afrique, mais il y a aussi un enjeu extrêmement fort, et on est en première ligne aussi, c'est en Europe orientale aussi. Là aussi, la propagande russe est extrêmement forte. On a pu le voir lors des dernières élections en Arménie, le nombre de fausses informations, de manipulations d'informations, d'ingérences étrangères de la part de la Russie. Et l'idée, c'est d'enrichir les offres de RFI, notamment en langue russe. Alors là encore, il ne s'agit pas d'apporter un contre-narratif. On n'est pas des soldats. On n'est pas des soldats de l'information, on est d'abord journalistes. Et donc de contrer cette désinformation en rétablissant les faits. Donc c'est monter en puissance, notamment sur le russe. Les Allemands vont monter en puissance sur le géorgien. Et puis très récemment, on a créé une rédaction en arménien, une cellule avec un peu moins de 10 journalistes qui vient tout juste d'être montée, là aussi pour contrer la désinformation russe en Arménie. Mais une fois encore, je le répète, c'est contrer la désinformation, c'est faire notre métier. Oui. Voilà, et il y a ce front oriental aussi, d'Europe orientale, qui est aussi un front où on est en première ligne et où la désinformation est intense. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour vraiment arriver à nos fins, si je puis dire ? Je pense plus de moyens, monter en puissance sur le numérique et voilà, faire plus d'enquêtes. Vous savez, en fait, lutter contre la désinformation, en fait, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la fidélité des faits. Et les faits, c'est les faits sur le terrain. Donc envoyer plus de journalistes sur le terrain, faire plus d'enquêtes, avoir plus de monde sur les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, on est contraint budgétairement. Il faut du monde, il faut des community managers qui créent du lien avec les communautés. Et aujourd'hui, on n'est pas, il faut être réaliste, on n'est pas suffisamment nombreux face à des États qui, eux, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que nous. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi en réalité de confiance des gens, ou de défiance donc vis-à-vis des médias, et de lien qui s'est rompu ou qui est distendu entre des médias et les populations? Alors, je vous le redis, nous, on a fait des études Cali, Canty et Cali, et les études Cali montrent que le niveau de confiance, en tout cas concernant France 24, a un niveau encore très élevé et progresse même chaque année. Donc oui, la confiance, mais la confiance, c'est notre travail au quotidien, c'est délivrer une information vérifiée, pluraliste et indépendante. C'est comme ça qu'on maintient la confiance avec nos publics. Après, je pense, mais ça c'est mon intime conviction, je pense qu'on est dans un moment... on est sans doute là dans un moment de bascule, où les Russes sont partout, en Afrique, Europe orientale, mais je pense qu'à un moment donné, on rebasculera dans l'autre sens. Et je veux dire, même si on regarde sur le terrain en Russie, Mali, Burkina et Niger, les Russes ont tapé sur les Français en disant qu'ils avaient été incapables, et les gouvernements en place,
place, qu'ils avaient été incapables de contrer les groupes djihadistes sur place. Aujourd'hui, les Russes sont sur place, avec beaucoup de monde aussi, et on ne peut pas dire que les résultats soient au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des exactions qui sont commises à l'égard des populations civiles, qui sont documentées, que nous documentons aussi. Donc, à un moment donné, je pense qu'on rebasculera dans l'autre sens. Enfin, c'est peut-être mon naturel optimiste, mais puis je pense que c'est le sens. L'histoire n'est jamais jamais figée. Elle est cyclique et qu'il y aura un rebasculement dans l'autre sens. Je voulais vous entendre sur un point en particulier concernant le floutage des sources. C'est d'abord par rapport à France 24, puisque vous aviez été attaqué France 24 en février 2020 précisément. C'était, je vais le repréciser, dans votre reportage, il y avait un visage non flouté d'un villageois malien qui avait été assassiné peu de temps après, par des groupes terroristes. Certains y avaient établi un lien de cause à effet. Oui, qui n'a jamais été, donc qu'il soit très clair, qui n'a jamais été établi, puisque l'assassinat de ce berger malien est intervenu de nombreuses semaines après, que dans cette zone, il y a de nombreuses exactions. Voilà, il avait parlé très librement devant des soldats de la force Barkhane. Donc ce lien de causalité n'a jamais été établi. Je veux quand même le préciser. Maintenant, sur la question du floutage de la protection des sources, qui est extrêmement importante pour nous, d'autant qu'on est diffusé partout à travers le monde et qu'il s'agit donc de la sécurité des témoins. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut déflouter. Donc, on est extrêmement vigilant là-dessus. Donc, nous ne floutons plus, pour être très clair. En revanche, on a mis en place une charte de l'IA, un guide de l'IA à destination de nos journalistes, reporters notamment, mais pas que, qui partent sur le terrain, où il est leur demandé, lorsqu'ils font l'interview d'un témoin qui pourrait être mis en danger, d'abord soit qui ne souhaite pas parler à visage découvert, soit nous on pense que c'est un risque pour la personne, donc on dit on ne vous montrera pas. Donc nos journalistes cadrent les mains, les pieds, on utilise des ombres chinoises, on l'a fait là très récemment pour un documentaire sur les viols sous l'ère de Bachar el-Assad, les viols en Syrie. Voilà, donc, et pour les sujets desk qui sont faits à la rédaction, là aussi on n'utilise plus le floutage. Vous avez sans doute, c'est même sûr, vu passer ce documentaire sur des jeunes iraniennes qui s'appelle Nous, jeunesse d'Iran, où en fait pour anonymiser ces femmes-là, on a utilisé l'IA et on a utilisé un autre visage. Oui. Parce qu'elles étaient en situation de danger, évidemment. Est-ce que ces outils, cette manière de traiter l'information et d'anonymiser les gens, ça vous paraît pertinent avec l'IA ? Oui, dans la mesure où il est... on parle de la sécurité en fait de témoins, enfin de gens qui risquent leur vie sur place. Alors nous, on n'en est pas du tout là à France 24 à mettre le visage de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est des discussions qu'on a avec nos sociétés de journalistes, mais voilà, on n'en est pas là au même titre qu'on s'est beaucoup interrogé sur la traduction. Vous savez, quand on fait un sujet, est-ce que parfois, on a du mal à trouver dans la rédaction, même si on a 30 nationalités, quelqu'un qui peut nous doubler une voix, je dis n'importe quoi, si c'est en polonais ou autre. Est-ce qu'on utilise l'IA pour le faire ? On a décidé de ne pas le faire, en fait. Okay. Parce qu'on ne veut pas dénaturer aussi le reportage et que le fait de mettre de l'IA dans un reportage de terrain, est-ce que ça ne risque pas de susciter chez nos audiences
de la défiance et de se dire, mais finalement, est-ce que le reste du reportage est vrai aussi ? Donc, pour l'instant, on exclut totalement ça. Et si on utilise l'IA, on indique évidemment que des images ont été générées par l'IA. On a une charte IA où je dirais qu'il y a 2 angles extrêmement importants. C'est d'abord la transparence, que je viens de vous dire, et puis la responsabilité aussi, puisqu'on utilise pas mal l'IA, notamment pour la traduction et le sous-titrage. Quand on fait par exemple un documentaire long, on l'utilise, mais on valide systématiquement, tout ça est validé par un journaliste. Donc transparence et responsabilité, c'est les 2 maîtres mots nous concernant et concernant notre travail avec l'IA. À ce stade, c'est vraiment basé uniquement sur de la traduction, il n'y a pas d'autres usages qui peuvent être pertinents pour les journalistes? Pour l'instant, c'est traduction essentiellement et sous-titrage. Et qu'est-ce que vous pensez globalement de l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos métiers? Est-ce que, je vous la regardez, vous essayez de l'encadrer, de ce que je comprends, via une charte? Oui, c'est très encadré. Mais manifestement, elle développe de nouveaux usages chez les personnes. On est désintermédié de plus en plus quand on est journaliste. Est-ce que vous accueillez cela comme avec crainte ou vous y voyez une opportunité? Alors je dirais que l'IA, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais. Donc c'est formidable parce que ça permet de se délester de certaines tâches pénibles et donc d'être plus concentré sur la production humaine, la créativité, l'inventivité humaine. Donc je vous le disais, on l'utilise nous en l'occurrence et on gagne beaucoup de temps avec le sous-titrage, avec la traduction. Maintenant l'IA pille nos contenus, il faut le dire. Pille notre contenu et pire, se sert de nos contenus pour piller nos audiences. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et puis après, il y a la question, on parlait de la guerre informationnelle, la question des deepfakes. Je prenais le cas de mon journaliste à qui on a fait dire, et puis à d'autres aussi, des fausses informations en utilisant le lip sync. Et alors, nous, on s'en rend compte encore parce que c'est pas totalement encore au point. On sent que la voix est encore un peu métallique. Mais on imagine bien que dans 6 mois, on fera peut-être plus le distinguo entre la vraie voix du journaliste et une voix qui est générée par l'IA. Donc, il y a de bons côtés à l'IA, mais il y a quand même des dangers, qui sont effrayants, c'est un peu. Et côté numérique, c'est quoi votre vision stratégique aujourd'hui à France 24? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors ça, c'est notre grand chantier. Et comme pour tous les médias aujourd'hui, c'est la transformation numérique. Alors ça veut dire quoi pour France 24? C'est marrant parce qu'au début de cet entretien, on parlait de la chaîne. Mais en fait, moi, j'aime plus parler de la chaîne France 24. C'est un média France 24. C'est évidemment le linéaire, mais c'est aussi le numérique. Ce sont les réseaux sociaux, c'est YouTube. Et nous, notre objectif, et on commence à y être, c'est d'avoir une rédaction à 360, c'est-à-dire d'avoir où le numérique n'est pas l'extension du linéaire, où il y a une vraie imbrication entre le numérique et le linéaire. Et donc, de quelle manière ça se passe concrètement aujourd'hui en conférence de rédaction, ce qui n'était pas vrai encore il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Quand on traite en conférence de rédaction le matin des 3 grosses histoires du jour, on demande aux équipes du broadcast de quelle manière ils vont traiter cette histoire, sous quel angle. Et puis ensuite viennent les équipes du numérique, de YouTube, des réseaux sociaux, qui vont traiter cette même histoire, mais sous des angles différents, pour avoir une offre en fait à 360. Et aujourd'hui, on peut dire que on y est arrivé. Alors, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on a aujourd'hui une offre complète à 360. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, et c'est tout l'objet de la transformation numérique, et d'embarquer les équipes dans cette transformation numérique. Mais il y a une vraie appétence, parce que les journalistes, ils voient bien que ça se passe aujourd'hui aussi
sur le numérique, même si France 24 est encore très fort, je voudrais le dire parce qu'on parlait de l'Afrique francophone, est encore très fort sur le linéaire, parce que le coût de la data en Afrique qui reste encore très élevé, même si dans les capitales, dans les milieux urbains, aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus sur le numérique, parce que de la Wi-Fi à Abidjan, à Dakar, il y en a partout, dans tous les cafés, etc. Donc il faut vraiment la montée en puissance sur le numérique. Ça nécessite une formation, et on va commencer une formation des journalistes du broadcast pour faire du numérique, mais du numérique native, qui ne soit pas juste une extension du linéaire. Et au même titre que les journalistes du numérique, maintenant, viennent aussi sur les antennes du broadcast. C'est à vraiment abolir les frontières entre le linéaire et le numérique. Et c'est ça vraiment notre objectif là, sur les 2-3 ans qui viennent. J'insiste aussi sur YouTube, parce qu'on parlait au début de cet entretien des 20 ans de France 24, ce sera le 6 décembre. Et il y a 20 ans, on a été les premiers à avoir un partenariat historique avec YouTube. Donc ça fait 20 ans qu'on est sur YouTube. Et aujourd'hui, on est le premier média français sur YouTube. C'est France 24. On a 18 millions d'abonnés pour nos 4 médias. 4 chaînes, 4 médias, en français, anglais, arabe, espagnol. On a 8,6 millions d'abonnés pour la chaîne en français. Donc, on a une force de frappe très importante sur YouTube. Ce qui est très intéressant aussi en termes d'audience, c'est qu'on parlait de l'Afrique francophone, donc qui est notre premier bassin de téléspectateurs pour la chaîne en français. Mais en France, sur YouTube, 50% de nos audiences vient de France. Ah oui. Donc en fait, on a une complémentarité de nos audiences. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc YouTube est vraiment une plateforme sur laquelle on veut vraiment mettre le paquet, même si on a une hyper-distribution raisonnée. On continue évidemment sur nos sites propriétaires, on a nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Mais YouTube, voilà, et je dirais, un enjeu colossal. D'abord parce que ça va être il y a une bascule qui est en train de se faire, qui s'est déjà faite aux États-Unis, où YouTube est la première plateforme sur les télévisions connectées. On en prend le chemin là aussi en France, qu'on a une sacrée marge on a une sacrée avance, et que l'univers est devenu extrêmement concurrentiel. Tout le monde maintenant veut aller sur YouTube, donc il ne s'agit pas de perdre notre avance. Donc il va vraiment falloir mettre, à mon sens, le paquet sur YouTube. Alors mettre le paquet sur YouTube, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement, on va partir sur des formats natifs, YouTube First, parce que là aujourd'hui on a beaucoup de découpage de notre antenne, donc faire des émissions YouTube First, faire des longs, on a commencé, ça marche plutôt très bien, des décryptages, on a fait un décryptage sur Cuba, sur le Venezuela, on a fait un décryptage aussi, près de 20 minutes sur ICE, sur la police anti-immigration aux États-Unis, qui a fait 500 000 vues en français, 300 000 vues pour l'anglo, donc de multiplier ces longs formats sur l'actualité internationale, du décryptage, et de faire des émissions YouTube First. Avec aussi, et ça c'est aussi un vrai défi que je trouve passionnant, c'est de trouver des journalistes dans la rédaction qui ont une appétence pour YouTube, et donc de les faire monter sur YouTube, parce qu'il faut un ton, il ne suffit pas d'être journaliste et savoir faire du broadcast, il faut un narratif YouTube, il faut un ton YouTube, voilà, et puis il faut trouver l'idée aussi. Le bon programme. Et donc, l'objectif, là, dans les mois qui viennent, c'est de trouver des journalistes en langue arabe, en français, en anglais, qu'on puisse faire monter et qui nous fassent des programmes YouTube First. Et envisager aussi, parce que je crois que c'est très important aujourd'hui, d'envisager des collaborations aussi avec des YouTubeurs qui ont un certain impact. Je sais que TF1 a fait un partenariat avec Gaspard G, France Télé avec Hugo Décrypte. Nous aussi, il va falloir qu'on trouve des partenaires pour faire des collaborations et voilà, et continuer à maintenir cette avance et même aller encore au-delà sur YouTube, qui à mon sens est un enjeu aujourd'hui central. Mais pas que. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a évidemment Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook. Facebook, on est encore très fort, notamment sur le continent africain, on est encore très, très suivi sur Facebook. Et de faire en sorte, voilà, que les journalistes du broadcast puissent aussi se déployer sur le numérique. Ce qui nécessite de monter en compétences, de la polyvalence, plus de polyvalence et de l'agilité. Mais c'est une rédaction qui est très agile et qui est très polyvalente. Donc, je suis très confiante. Donc, vous sentez une envie au sein de la rédaction ? Il y a une appétence. Mais en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les journalistes, que nous, en termes d'audience, on a des audiences annuelles
consolidé annuel. Donc, si vous voulez, on n'a pas médiamétrie où les autres médias français ils peuvent suivre quart d'heure par quart d'heure ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui d'ailleurs parfois met beaucoup de pression. Alors, on n'a pas cette pression-là, et les journalistes chez nous n'ont pas cette pression-là. Mais pour eux, c'est aussi très satisfaisant de savoir quand ils font... Aujourd'hui, on a des reporters, quand ils partent sur le terrain, ils vont faire un reportage pour le broadcast, mais ils vont faire aussi un reportage 100% numérique, en vertical, en 9/16e. Qui sera différent de ce qu'ils ont fait pour le broadcast. Et ils ont un résultat immédiat. C'est-à-dire qu'ils voient sur une semaine combien de vues a fait leur reportage. Donc, il y a quand même quelque chose aussi de très satisfaisant aussi pour eux, dont ils ont les résultats immédiats. Il n'y a pas que leur patron qui leur dit « Bravo, c'est formidable ce que tu as fait ». Bon, ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est les audiences, en fait. Ils ont un retour immédiat des audiences. Donc, il y a une très, très forte appétence. Puis, c'est une rédaction, encore, il faut le dire, qui est jeune. Hein. C'est une rédaction, une moyenne d'âge est de 42 ans. Donc voilà, il y a cette appétence pour le numérique. Et puis c'est une rédaction très polyvalente et très agile. Et avec quels moyens parce que le service public, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a des moyens très restreints, mais voilà, notre PDG Marie-Christine Saragosse se bat. Elle se bat quotidiennement. Auprès de nos tutelles, auprès des parlementaires, pour augmenter nos budgets. On parlait de la guerre informationnelle, montrer qu'aujourd'hui, il est nécessaire que France 24, qui est en première ligne, qui se fait attaquer, ait plus de moyens, justement pour se développer aussi sur le numérique, pour rendre la marque encore plus forte, qu'elle ait encore plus d'impact. Donc on fait avec nos moyens. On y arrive, mais c'est compliqué. Donc voilà, parfois on se pose la question s'il ne faut pas, je pense que la question à un moment se posera, s'il ne faut pas parfois un peu lever le pied, s'il va pas falloir lever un peu le pied sur le broadcast, je parlais de la formation des journalistes du broadcast sur le numérique, de lever le pied un peu sur le broadcast pour pouvoir se déployer sur le numérique. Et en même temps, il ne faut pas perdre notre réactivité sur le broadcast parce que c'est ce qui fait aussi la force de la chaîne. La réactivité, elle est très importante, que ce soit d'ailleurs sur le broadcast ou sur le numérique. C'est-à-dire quand il y a un événement, quand le 28 février à 7h30, l'Iran est attaqué par les Américains et par les Israéliens, il faut démarrer tout de suite à 7h30. Voilà, si vous démarrez 2 heures après, vous avez perdu la bataille. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais à un moment donné, oui, peut-être qu'il faudra lever le pied un peu sur le broadcast pour redéployer sur le numérique. Cette question, elle est fondamentale parce que en préparant cet entretien, donc, je suis tombé sur un rapport du Sénat par rapport au budget qui était alloué à votre transition numérique. À France Média Monde et en fait qui a été amputé sérieusement, enfin amputé puis supprimé. Oui. Donc on avait des enveloppes qui étaient consacrées, voilà, qui étaient consacrées à la transformation numérique et qui en effet ont été supprimées. Et le rapport disait qu'il y avait, je cite, un risque de décrochage par rapport à vos concurrents. Oui, c'est un risque. Donc, c'est un risque en effet par rapport à la Deutsche Welle, à BBC. Il me semble qu'ils ont entre 400 et 450 millions d'euros de budget. On est bien en dessous, nous. On est à 280 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on en est très, très loin. Et en effet, il y a un risque de décrochage. Et voilà, il faut que les acteurs publics, les parlementaires, nos tutelles aient conscience de ça. C'est qu'il y a en effet un risque de décrochage. Et c'est bien dommage parce que c'est une marque quand même qui est implantée depuis 20 ans, qui a une très forte notoriété. Je le dis, je le redis, qui a un indice de confiance très élevé. Mais si on ne se déploie pas de manière plus forte sur le numérique, on sera en effet en décrochage. Est-ce que vous serez ça, c'est de la responsabilité des tutelles et de nos parlementaires. On a quand même des forts soutiens, hein, mais... Voilà, après, vous connaissez l'état des finances publiques, donc il y a des arbitrages qui se font. Après, ce sont des choix et des choix politiques. Est-ce que vous serez obligé de réduire certains investissements de fonctionnement de France 24, obligé de faire des économies drastiques pour continuer à vraiment vivre correctement Alors, on n'en est pas là aujourd'hui. En revanche, pour le développement de nouveaux projets, parce qu'on continue à se développer, je vous parlais tout à l'heure du bouclier informationnel, on a l'ambition de continuer
à se développer. Maintenant, si le socle se fragilise, vous voyez, vous ne pouvez pas vous développer si vous avez un arbre, si les racines de l'arbre ne tiennent plus, c'est difficile de continuer à faire pousser des branches sur l'arbre. Donc, si le socle, en effet, n'est pas consolidé, il y a un risque, en effet, de décrochage et surtout de ne plus pouvoir se développer. C'était Vanessa Burgraff, directrice de France 24. Merci beaucoup Vanessa d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette discussion et rendez-vous au prochain épisode. Salut.